Bonjour, ça va. Il suffit d'appuyer sur le bouton. C'est bon pour tout le monde. Merci de Bonjour. nous avoir rejoints. On va démarrer tout de suite parce qu'on est une petite heure et c'est vrai que les ateliers se suivent sans se ressembler, mais en se complétant allègrement et on apprend d'heure en heure et c'est ça qui est passionnant sur ce premier salon. Merci de nous avoir rejoints. La proposition que je vais vous faire, c'est comme on est très peu nombreux, eh bien, c'est de se faire un petit tour de table. On ne pouvait pas le faire tout à l'heure parce qu'on était beaucoup trop nombreux. Mais en revanche, là, à une petite dizaine, je pense qu'on peut se le permettre. Alors, pour vous accueillir ce matin sur cet atelier, sur cet échange intitulé Comment structurer la filière et comment organiser les données, on va avoir trois témoignages, trois personnes qui vont s'exprimer. Je commence par Hélène. Hélène Fichant, qui est de la société, Hélène, tu me corriges si je me trompe à un moment ou à un autre, société Alma Food, a appartenu à Solina Group aussi à un moment. Et si Hélène est là, c'est un peu une référence dans le domaine de l'agroalimentaire français, d'accord, et va nous permettre en fait d'étayer les échanges qu'on va pouvoir avoir à l'aune de son histoire et de ses expériences dans le temps. Est-ce que ça te va quand je dis ça? Voilà, c'est ça. Bonjour à tous. Hélène, merci en tous les cas d'être là. Guillaume Ardillon, qui est directeur opération et technologie chez Numaline. Numaline a réalisé un panorama de la traçabilité alimentaire. C'est ce dont notamment tu vas nous parler pour démarrer cet échange. Guillaume, merci d'être là ce matin. Un petit mot. Merci. En effet, on va démarrer par ça. Et puis, avant Numalim, j'ai aussi piloté beaucoup de projets de traçabilité en mode filière pour une grande coopérative agricole qui est Terrena. Et Ouais. justement, toutes ces problématiques filières de structuration de la donnée, de la fourche jusqu'à la fourchette, selon l'expression consacrée, ont fait partie d'un certain nombre d'éléments qui ont animé plusieurs années de ma vie sur la donnée et comprendre comment ça se fait et comprendre comment on les met en place. Guillaume, c'est l'homme de la traçabilité. Il ne faut pas exagérer. En bonne partie, en tous les cas, on en apprend beaucoup. Et puis, Yacine et Sally d'IBM. Alors, si je dis ambassadeur de la supply chain d'IBM, est-ce que ça te va, Yacine, ou qu'est-ce que tu veux ajouter à cette information qui fait que tu es à nos côtés ce matin? Ah, juste, il faut le... Voilà. Parfait. Super. Bonjour à tous. Donc, oui, ambassadeur de la supply chain d'IBM, parce qu'on a une supply chain, et puis j'essaye de montrer un peu à l'extérieur comment, au sein de notre propre supply chain, qui est centenaire, qui s'est transformée depuis 110 ans aujourd'hui, à intégrer les nouvelles technologies, IA, blockchain, pour justement faire de la traçabilité pour nos propres systèmes. Et ma deuxième casquette, c'est de piloter les solutions et technologies blockchain au sein d'IBM pour la traçabilité alimentaire, notamment une grande plateforme connue qui s'appelle IBM Food Trust, Ouais. qui embarque des grands noms de l'agroalimentaire, des distributeurs, etc., et qui aujourd'hui s'ouvre à toute l'industrie agroalimentaire et les filières dans les différents pays. D'accord. Alors, on va faire un tour de table. On peut commencer. Allez-y, présentez-vous. Remarquez, je vais peut-être passer avec le micro. Ou ça va? On va voir. Nous dire peut-être pourquoi vous avez choisi en fait de venir là. Qu'est-ce que vous attendez ou ce qui vous a motivé? D'accord. Ah ben voilà, un adhérent.
D'accord. Ah bon, parfait. Monsieur. D'accord. OK, super, merci. Oui. D'accord, merci beaucoup. Bonjour. C'est l'occasion. Confiance et défiance, c'est vrai qu'on en a parlé tout à l'heure, et la confiance, c'est, Yacine, quelque chose qui te tient particulièrement Oui, à cœur. oui. Voilà. Ensuite, bonjour. D'accord. Bienvenue. Parfait. Alors, au regard du nombre de présents, je vous propose que les choses soient très souples et de ne pas hésiter à intervenir. Ça sera d'autant plus sympathique pour enrichir et à la fois le débat et à la fois les informations qui vont être diffusées. Je vais me contenter aussi d'être maître du temps et puis peut-être de rappeler pour mémoire quelques propos des unes, des uns et des autres. Guillaume, la parole à toi, donc, sur ce panorama de la traçabilité alimentaire. Oui, alors on a fait au travers de Numalim, donc société coopérative d'intérêt collectif, un grand panorama des solutions, des besoins d'abord de traçabilité sur l'ensemble de la chaîne. Ce groupe de travail qu'on a fait avec, dans un premier temps, une interview, une compréhension de l'ensemble des acteurs, hein, puisqu'autour de la table, dans notre société coopérative, on a aussi bien l'amont agricole, les industriels, les distributeurs, les partenaires technologiques, les pouvoirs publics et puis les consommateurs, qui sont également un élément extrêmement important de cette chaîne. On a fait un panorama qu'on a travaillé pour nos adhérents au printemps, hein, puisqu'on l'a sorti au mois d'avril pour nos adhérents, en essayant de se dire, quand on parle de traçabilité, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'on fait et pourquoi on le fait et comment le marché y répond. C'est-à-dire qu'on est allé interroger les éditeurs, on est allé interroger un certain nombre d'entre eux d'offreurs de solutions pour voir comment cette traçabilité répondait aux besoins identifiés, vus à l'heure actuelle par les entreprises.
Globalement, ce qui peut ressortir, et j'ai pris mes antisèches pour être sûr de rien oublier, la traçabilité aujourd'hui fait clairement partie des outils, des solutions qui se doivent d'être mis à l'échelle des filières agroalimentaires. Aujourd'hui, il y a un certain nombre d'expérimentations, de premiers projets qui sont menés. Il y a quelques grands projets qu'on voit arriver et qui poussent, mais qui sont encore soit dirigés par des grands distributeurs. Je pense entre autres à ce que fait Carrefour sur la blockchainisation de ses filières qualité. Je pense à ce qu'a fait Nestlé sur la compréhension là aussi de certains produits. Je pense à ce qu'a fait Terrena. Et là, je suis bien placé pour le savoir, puisque c'est moi qui l'ai piloté à l'époque sur l'information du consommateur, sur la valorisation des pratiques agricoles et sur la mise en avant de ces pratiques agricoles. Mais il y a un certain nombre de cas qui ont été déployés par Mondelez aussi, ou par des gens de plus petite taille, avec des solutions comme Connecting Food, par exemple, ou Tilcal, qui permettent de mettre en avant un certain nombre d'éléments d'origine ou autres qui existent. Mais on est encore au début de l'histoire. Moi, j'aime bien utiliser une courbe pour expliquer où on en est, qui est le hype cycle du Gartner. Donc, je ne sais pas si vous connaissez cette courbe. Globalement, ça monte très, 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 très fort pendant une période de temps sur un trigger technologique. Donc, on a ce déclencheur qui se fait. Ça atteint un pic. Ça descend. Ça s'appelle la fosse des désillusions juste en bas. Donc, ça montre bien ce que ça veut dire. Et après, on remonte vers la maturité. Aujourd'hui, on est probablement en haut du pic. On commence peut-être de descendre aujourd'hui. Ça veut dire qu'on va avoir des consolidations de marché sur les acteurs qui vont se faire. Et ce qui ressortait de notre groupe de travail, c'est qu'aujourd'hui, la transparence, la traçabilité, et on peut les opposer, on peut les associer, vont devenir incontournables. Vont clairement devenir incontournables à tous les maillons de la chaîne. Mais pour le moment, les cas d'usage que l'on voit sont encore limités, sont limités à de l'information consommateur, sont limités à des besoins de réassurance, de sécurité alimentaire. On parle beaucoup de retrait-rappel, on parle beaucoup de problématiques d'affichage, on parle beaucoup de tous ces éléments-là. Voilà. Ça reste aujourd'hui des opportunités, des leviers de communication et des besoins sanitaires très forts. Par contre, clairement, les business cases et encore moins les business models sont validés, voire sont valides et sont opérants. Je pense que Yacine, tu pourras en parler sur IBM pour avoir échangé beaucoup avec d'autres acteurs d'IBM qui le disaient même eux-mêmes sur la Food Trust Platform. Les modèles économiques changent, on se teste encore, on essaye. C'est pas encore figé, c'est pas encore écrit dans le marbre de voir ce que l'on peut avoir. Et puis, aujourd'hui, c'est aussi pour ça qu'on est dans le pic. Il y a énormément de solutions qui se développent, qui se déploient. C'est pour ça que je parlais de consolidation qui vont arriver, parce que malheureusement, toutes ne survivront pas. Il y a énormément d'initiatives qui existent, mais qui sont encore sur des échelles qui sont réduites. En tout cas, c'est vraiment ce qui ressortait du panorama, avec des solutions, à quelques rares exceptions, qui restent des solutions, j'allais dire, pas de niche, parce que les marchés ne le sont pas, mais en tout cas des solutions émergentes. Et qui démarrent. Les solutions les plus efficaces sur la traçabilité, en particulier sur l'information consommateur, qui est une demande très, 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 très forte. L'une des plus anciennes, ça doit être la Food Trust Platform, et elle a à peine 3-4 ans d'existence. Donc, on est encore sur des choses qui démarrent. Il y a la puissance industrielle, R&D, savoir-faire d'un acteur mondial comme IBM, mais on voit bien que ce n'est pas en 3-4 ans qu'on va installer une solution avec un modèle économique et avec des cas d'usage. Donc, on a clairement un marché aujourd'hui qui est en cours de maturité, mais qui n'est pas encore mature, avec des solutions et qui vont évoluer, des modèles économiques, des ROI qui se doivent d'être stabilisés et qui vont exister. Et ils ne pourront exister que si on passe à l'échelle. Alors, pour passer à l'échelle, on a de la chance. Il y a une très, très forte dynamique du marché et du secteur qui se fait. Et toutes les solutions sont construites justement pour accompagner ces passages à l'échelle, qu'on parle d'interopérabilité de données, qu'on parle d'interopérabilité des échanges, qu'on parle de type d'acteurs qu'on peut embarquer, du plus petit au plus gros. Voilà, enfin, aujourd'hui, quand Carrefour déploie de la blockchain sur ses filières, à la base, c'est les agriculteurs qui saisissent la donnée. Et ça va jusqu'à Carrefour. Donc, on est du plus petit au plus gros. L'interopérabilité des solutions reste encore quand même, des solutions entre elles, reste encore à confirmer, même si toutes s'appuient sur les standards internationaux, et en particulier les standards de GS1 ou de l'ONU. Donc, on voit bien qu'on a quand même une vraie diffusion qui se fait. Et de plus en plus, on a
c'est aussi ce qui permet de montrer qu'on gagne en maturité. On abandonne ce déclencheur technologique pour passer de plus en plus sur l'usage, le cas d'usage et le besoin. Et on le sait tous, quand on fait de la technologie, on commence par parler cas d'usage, mais on a besoin d'une technologie qui le fait. Aujourd'hui, les solutions deviennent, à quelques rares exceptions près, en tout cas de plus en plus agnostique à la technologie qui est en dessous pour justement permettre cette interopérabilité-là. Et c'est un des enjeux importants. Et le dernier point qui permettra, puis après on va accélérer les échanges, je ne vais pas monopoliser la parole pendant l'heure, vous inquiétez pas, c'est qu'on va avoir besoin de quelques facilitateurs pour ce passage à l'échelle. J'en ai cité un ou deux sur le respect des standards, l'interopérabilité des solutions qui devront se faire d'une part à l'échelle de la filière et demain entre filières. Mais on a un vrai frein à couper aujourd'hui, et qui, si je devais en avoir qu'un à ressortir, ce serait celui-là. C'est sur le consentement des acteurs à pousser leurs données, à valoriser leurs données, commencer par les acteurs du monde agricole, qui pour eux, aujourd'hui, à partir du moment où la donnée sort de chez eux, mais c'est pareil pour un industriel, c'est pareil pour un distributeur ou autre, d'avoir le consentement sur l'utilisation qui va être faite de cette donnée, et du coup, sur un retour de valeur. Donc voilà, on est bien là-dessus et sur les grands freins. Et puis voilà, pour introduire, on pourra en reparler par la suite au travers des questions ou de discussions à la fin de cette table ronde. Alors Hélène, en entendant justement évoquer ce panorama de la traçabilité, comment dans le temps, toi, quel regard tu as justement sur aujourd'hui ce qui est dit, cette difficulté des acteurs à apporter leurs données ou en tous les cas à détailler leurs données? Qu'est-ce qu'on peut dire? Comment les choses ont évolué? Voilà, je vais parler un peu d'histoire. Oui. C'est vrai que ce que je vous avais raconté quand on a parlé de cette table ronde, j'ai créé une société dans le numérique, mais avant, j'ai été 21 ans dans l'industrie. Et comment j'ai trouvé mon job chez Solina? C'est grâce à Carrefour. Ouais. C'est parce que Carrefour demandait à tous ses fournisseurs de retirer le maïs et le soja. Alors, les plus jeunes ne se connaissent pas, mais parce qu'on ne pouvait pas garantir l'absence d'OGM dans les filières maïs et soja. Donc, il nous avait dit, si vous n'arrivez pas à garantir l'absence de maïs ou de soja, vous nous le retirez des formules. Solina, c'est un fournisseur d'industriels qui sont eux-mêmes fournisseurs de Carrefour. Donc, nous, on était de -2, si vous voulez, au niveau des... Donc, on avait tous nos clients qui travaillaient avec marque Carrefour, qui revenaient vers nous avec leur cahier des charges en disant il faut retirer le maïs et le soja. Moi, j'ai questionné tous mes fournisseurs. Et ce qui se passait à l'époque, on n'avait pas de numérique, c'était le siècle dernier. Tout était dans ma tête, donc je connaissais la composition de tous les ingrédients de l'usine. Et dès qu'un R&D montrait la formule, je disais c'est bon, c'est pas bon, etc. Bon, très rapidement, ils se sont dit oulala, là, single point of failure. Donc, on a commencé à numériser tout ça. Ouais. Et au final, au début, j'étais en recherche et développement à aider mes collègues à structurer toute cette information-là. Petit à petit, j'ai migré vers le service informatique et j'ai travaillé avec des architectes sur comment organiser les données pour simplifier le travail de mes collègues. Et on a fait pas mal de recherches après sur tout ce qui était standardisation des données, notamment la donnée produit. Qu'est-ce qui se passe maintenant chez Solina? C'est plus de, je pense qu'il y a autour maintenant, je ne suis pas tout, mais 2500 nouveaux produits par mois. Il y a 30 000 ingrédients, ce qui est beaucoup trop, mais c'est le business model qui veut ça. 30 000 ingrédients internationaux avec plus de 500 attributs par ingrédient. Et les gars qui sont en recherche et développement sont en permanence à calculer l'information donc, sur les produits pour pouvoir communiquer après à l'usine les caractéristiques du produit. Là, on n'est même pas au numéro de lot, on est vraiment sur la traçabilité de l'information produit. Et donc, les personnes de recherche et développement travaillent main dans la main avec la qualité et les achats pour aller sourcer en fait, ces produits qui vont qui correspondent aux critères. Donc, un premier niveau de filière déjà dans l'usine. C'est ça. C'est la question, C'est la question justement. Comment en fait, tu as vu évoluer justement la structuration de cette filière et en même temps la structuration des données? Qu'est-ce qui a évolué et qu'est-ce qui nous fait arriver aujourd'hui, par exemple, chez IBM, ce qui se passe ou dans le job de Numaline? Oui, alors je ne sais pas si mais je vais essayer de vous expliquer avec mes mots parce que moi je ne suis pas technique, je suis agro. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'au début, on travaillait avec un ERP et on a essayé de customiser un peu l'ERP, mais enfin bon, très très compliqué. Donc après, on a bidouillé avec Excel
Et très rapidement, on est allé vers des technologies de type PLM, Product Lifecycle Management, pour pouvoir gérer nos données. Oh là, je ne sais pas si ce sont les téléphones ou... Et c'est vrai que sur la fin, je veux dire, de mon contrat chez Solina, hein, tout simplement, ce qui s'est passé, c'est que on a commencé à regarder les plateformes. Voilà, les plateformes, les portails, pour pouvoir créer des filières avec nos fournisseurs et récupérer ces données. Mais il faut savoir, un responsable qualité, il a un document PDF de 23 pages qui doit réaligner, hein, c'est ce qu'on parlait de la standardisation et la structuration des données. Vous embauchez des jeunes ingénieurs agro-qualité, excusez-moi, c'est peut-être moi qui... Excusez-moi. Hop. Ouais. En fait, on embauche des ingénieurs qualité pour du réalignement de données et saisir d'un outil à un autre l'information. Et après, cette information est communiquée à l'acteur suivant qui va faire la même chose. Enfin, c'est un non-sens. Donc ces jeunes-là, au bout d'un an ou deux, disent bon, bah, ça y est, moi j'ai appris le job, je pars. Hein, parce que... Et donc, c'est aussi garder ce personnel en qualité et lui faire vraiment un travail de valeur. Et on reparle de la valorisation. Juste pour la fin de ma petite histoire, quand je travaillais pour Carrefour, indirectement, quelque part, du coup, moi, à faire tout ça, quand j'allais faire mes cours chez Carrefour, à aucun moment, je voyais la valorisation de tout le travail que nous, on faisait en amont. C'est-à-dire cette absence de maïs et de soja dans les produits Carrefour, je ne voyais pas la publicité à télé, je ne voyais pas ça dans les magasins, je ne voyais pas ça sur les produits. Et donc, retour sur cette partie valorisation, comment valoriser ces efforts? Parce que l'industrie fait d'énormes efforts et on ne le sait pas, en fait. Voilà, c'est... Yacine, je te voyais sourire en entendant à certains moments Hélène, et justement valorisation. Alors, oui, mais justement, avant d'arriver à la valorisation, c'est vrai qu'il y a, lorsqu'on parle de traçabilité, il y a le pourquoi on trace. Le pourquoi on trace, du coup, on va dériver sur on trace pour de la qualité, on trace pour de l'information consommateur, on trace pour optimiser ses flux, sa supply chain, etc. Et c'est à partir de là qu'on décide de savoir quels sont les protagonistes clés à partir desquels il faut aller chercher de l'information pour pouvoir consolider de la donnée qui va être valorisée. Parce que assez souvent, on a pris un peu cet angle de on veut tout tracer et on va tout mettre dans un data lake, dans un fossé, etc. Et puis on va aller piocher. Et puis il y en a, ils sont encore dedans. Donc, c'est pas la solution. Et voilà. Et c'est pour ça que cette notion de... Et chaque entreprise, en fait, a un objectif qui va être différent. Donc, un Carrefour, il est en lien avec le consommateur. Donc, lui, il est dans cette logique d'information du consommateur. Donc, lui, il va tracer parce que ses produits sont consommés directement et il doit justement fournir des informations là-dessus, donc valoriser ces données pour le consommateur. Des groupes comme Terina, donc, qui vont produire, qui vont être plutôt en amont, eux, ils vont avoir une autre logique. Donc, ça peut être la qualité, c'est éviter que lorsqu'ils doivent faire de retrait-rappel ou même aller identifier le plus tôt possible des anomalies, entre guillemets. Voilà. Et donc, déjà, prendre assez de recul pour pouvoir se poser la bonne question, pourquoi je trace et à quelle fin? Parce que sinon, on se disperse. Ça, c'est un premier point. Et ça m'amène au deuxième point qui est, quand on sait ce qu'on veut, on peut l'expliquer facilement. Et donc, quand on sait l'expliquer facilement, on peut facilement convaincre le protagoniste de faire confiance. Parce que lorsqu'on parle de données, partager sa donnée, c'est risqué. Risqué parce qu'on ne sait pas ce qu'elle va devenir, elle va être altérée, elle va être revendue, etc. Donc, lorsqu'on va voir quelqu'un, on lui dit « partagez ma donnée », passez-moi votre numéro de sécurité sociale, votre téléphone. On ne se connaît pas, on ne se connaît même pas. Mais peut-être après une discussion d'1 heure et on va potentiellement échanger des numéros de téléphone. Donc, ce socle de confiance, il faut pouvoir le créer avec les protagonistes pour qu'ils puissent partager de la donnée, mais surtout de la donnée de confiance, de la donnée de valeur. Lorsqu'on va agiter l'aspect contractuel et dire vous devez, comme ça se passe souvent dans la supply chain et dans toute la chaîne de valeur, on va donner n'importe quoi comme données. Et on va se retrouver avec cette notion de... Alors justement, définir la donnée à partager, fonder une confiance pour travailler les uns avec les autres, mais il y a bien des moments où il y a de la concurrence. Justement, comment on gère ça? Donc, la deuxième étape, une fois qu'on explique la valeur aux protagonistes, aux producteurs, vous ne partagez telle information, mais parce que vous allez y gagner aussi
d'autres informations qui vont vous aider dans votre D'accord. métier. Le transporteur, la même chose, le transformateur, l'agrégateur, etc., jusqu'au final. Et après, on se dit, OK, maintenant, on a des moyens technologiques pour garantir une ségrégation des informations pour que l'un ne chevauche pas sur l'autre. Et c'est là où la blockchain arrive comme un socle de confiance pour garantir une sécurité, une ségrégation des données. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, sur Food Trust, on se rend compte que, et pour la petite histoire, Food Trust, c'était Walmart qui a vécu le scandale alimentaire qu'ils avaient vécu en 2016. Et chez Richia Colli, un mort. Donc, vous imaginez aux États-Unis, dès qu'il y a un mort, c'est à cause de ça. Voilà. Et c'est là où ils ont dit stop. On a tout un tas de programmes. Vous imaginez que la traçabilité, ce n'était pas tout nouveau pour eux, mais il fallait vraiment prendre à bras le corps les choses. Et donc, ils nous ont fait un challenge. Et le challenge, c'était on va aller traquer une barquette de mangue découpée et puis il faut aller la retracer. Ils ont fait ça à la mano avec leur système. Ouais. Et au final, on a chargé les différentes données, puis on a fait sur 2 secondes 38 d'un côté, 5 jours et 10 heures de l'autre. Donc, tout de suite, ils se sont rendus compte que pour un retrait, voilà, ça posait... Et c'était le point de départ. Aujourd'hui, pourquoi Carrefourier, pourquoi Krogerier, pourquoi Nestléier, on peut dire, c'est des concurrents tous. Ils ont des fournisseurs communs. Nestlé fournit à la fois Walmart. Et pourquoi tous, ils sont convaincus d'y être dans cette Food Trust, dans cette même plateforme, etc. Parce qu'ils ont eu les garanties qu'une blockchain va sécuriser leurs données, va les crypter, ne va pas les communiquer. Il y a les certificats de qualité, il y a tout un tas de données qui sont dedans. Mais cette troisième étape de technologie n'arrive qu'à la fin. C'est ça le point. Et l'autre jour, quand on a échangé, il y a une notion effectivement qui est absolument passionnante. Enfin, quand je l'ai entendu développée par l'un et l'autre, c'est la dimension de la compétition. La compétition. Exactement. Et tu peux nous en dire, l'un et l'autre d'ailleurs, quelques mots, parce que je trouve ça, enfin, allez-y. Ah ben voilà. Non, alors allez-y. La coopétition, pour ceux peut-être qui ne sont pas familiers avec ce terme, c'est comment des acteurs qui sont concurrents dans la vraie vie se mettent autour de la table sur des enjeux communs pour avancer ensemble sur des enjeux communs et donc définir des standards, des manières de faire, des bonnes pratiques pour pouvoir s'améliorer, tout en étant concurrents et donc en gardant leurs enjeux business chacun de leur côté. C'est un terme qui était vraiment très à la mode au milieu des années 2015 à peu près, qui est un petit peu passé ces derniers temps, mais qui revient très fort et les enjeux du collectif. Moi, je suis une société coopérative d'intérêt collectif, donc le côté collaboratif est quelque chose d'extrêmement important. Autour de la table, on a des concurrents, on a des fournisseurs, on a des clients fournisseurs donc qui travaillent ensemble au quotidien. Pour revenir à ce que tu disais, Yacine, j'ai bien aimé la fin de la phrase. La blockchain arrive à la fin. Donc, la technologie arrive à la fin. Le premier enjeu pour structurer, je reviens un peu sur le thème de cette table ronde, le premier enjeu sur ces enjeux de filière, entre autres, et structuration de la filière, c'est de se dire qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on veut prendre et de réfléchir sur un angle métier, sur un angle consommateur, en tout cas de partir de cet usage de cette donnée, de partir de l'usage de ce que l'on veut faire, de la valeur qu'on veut aller créer, de la valeur qu'on veut répartir. C'est aussi l'intérêt de ces systèmes répartis comme la blockchain, c'est chacun est maître de la donnée qu'il pousse et donc chacun est au final est potentiellement intéressé ou peut potentiellement recevoir une valeur sur ce qu'il a reçu, sur ce qu'il a mis dedans. Mais c'est bien ça. Le premier enjeu, c'est mettons-nous collectivement autour de la table pour définir des cas d'usage, pour définir des enjeux. Et quand je dis collectivement, ce n'est pas forcément collectivement à l'horizontale, 2 distributeurs ensemble ou 3 distributeurs, mais c'est bien en mode filière pour avancer, pour prendre collectivement sur la filière ce que l'on peut faire. Point que nous, on a vu passer assez vite, c'est que les filières végétales, les filières animales et entre 2 filières végétales ou 2 filières animales entre elles, il y a des structurations filières qui sont extrêmement différentes. Et si je prends par exemple une filière viande rouge, eh bien, je suis sur une filière qui est très morcelée avec très peu d'intégration de l'amont par rapport à l'aval. Si je prends avec les mêmes animaux une filière laitière, même si l'une va alimenter l'autre en fin de vie,
Eh bien, quand je suis sur une industrie laitière, je suis sur des filières qui sont extrêmement intégrées et donc qui ont des mécanismes de fonctionnement qui sont très différents. Et c'est là où on va se mettre autour de la table sur les filières pour travailler ensemble. Ce qu'on avait fait chez Terrena à l'époque, justement, sur différentes filières, végétal, animal, de la volaille, du bœuf, du porc, de la mâche, voilà, de la farine. C'était de comprendre les filières, de structurer les filières, de voir où sont ces données, de voir la valeur qu'on peut apporter sur ces filières, sur ces données. Et puis après, on va les chercher dans des outils. Et pour les communiquer, c'est le deuxième étage peut-être de la fusée. On va travailler sur des langages d'expression communes de ces données. Je citais GS1, je citais l'ONU avec l'UNCFACT. Il y en a d'autres qui existent. Il y en a qui peuvent être à la maille d'un outil ou autre, mais globalement, d'arriver à comprendre ces langages. Et puis après, on va aller les déverser dans des outils technologiques pour faciliter et l'accès aux données, et la diffusion de la donnée, l'apport de la donnée et l'accès à la donnée. Et en effet, le maillon technologique, il est important sur un projet de structuration filière, mais ce n'est certainement pas lui le principal outil et le principal besoin. Et c'est aussi en ça, je sais j'ai entendu, il y a 2-3 responsables informatiques et DSI dans la salle, c'est aussi en ça que du coup, le DSI va pouvoir redevenir un vrai acteur du business avec les entreprises. Ça, on pourra en parler sur un café des DSI, le rôle du DSI dans les projets de traçabilité tout à l'heure. Voilà, pour ceux qui sont intéressés. Ouais. C'est juste un élément par rapport à cette notion de technologie qui arrive en troisième, mais elle arrive en premier d'un point de vue communication pour pouvoir rassurer. Lorsqu'on va projeter une entreprise pour lui dire « voici ce qu'il faut faire », en gros, ne vous souciez pas de la technologie, elle est mature, elle est là. Ouais. Maintenant, faisons les choses dans l'ordre. Et c'est ça. Parce que assez souvent, lorsqu'on dit la technologie vient en troisième point, c'est dire « ok, c'est qu'après que je vais sortir la feuille blanche et que je vais commencer à dresser. » Non, mais elle arrive à la fin parce qu'elle existe, qu'elle est là, qu'elle est mature et c'est plus un problème en fait. Voilà, mais ça désamorce une crainte là-dessus, mais le but, c'est de dire la technologie, elle est là, elle est mature, elle a déjà été prouvée. Maintenant, vous le savez, faisons les deux préliminaires qui sont le pourquoi et le avec qui. Et avec qui, d'accord. Hélène, tu voulais réagir juste, sur la partie confiance. Ce que je faisais moi quand je mettais en place donc, l'outil de traçabilité d'information produit pour le groupe Solina, il y avait à l'époque 18 sites à peu près en Europe. Et culturellement, si vous voulez, il y avait la culture du secret en France, le secret de la recette. Mais quand j'allais travailler avec mes collègues danois et suédois, eux, c'est recette ouverte avec les clients. Il n'y a pas de souci. Et ils vendent tout aussi bien. Parce qu'en fait, leur force, c'est leur transparence. Et ce qui valorise, c'est la transparence et leur capacité à communiquer l'information. Et donc, nous, c'est vrai qu'on avait développé des outils à la française, c'est-à-dire où ils ne pouvaient pas les communiquer comme ça. Donc, en fait, les collègues de R&D et commerciaux allaient recopier à la main. Mais c'est tout bête. Et eux, il n'y avait pas ce souci-là. Donc, c'est culturel aussi. Donc, même si c'est culturel, il faut quand même rassurer. Mais c'est juste pour dire, pour moi, c'était une expérience intéressante. Il y a un article d'un magazine suisse qui est paru il n'y a pas très longtemps qui explique justement que les groupes qui partagent l'information, avec les niveaux de transparence qui peuvent être différents, mais auraient, je vais le mettre au conditionnel, auraient une valeur supplémentaire ou des bénéfices qui seraient 3 fois supérieurs à ceux qui ne le font pas dans l'absolu. Alors, je dis bien aurait, je ne l'ai pas vérifié, c'était le titre de l'article, il fallait s'abonner pour l'acheter et je n'ai pas encore eu le temps d'acheter l'article. Mais on voit bien qu'en tout cas, au-delà du chiffre, qui à mon avis est peut-être très important, en tout cas on voit bien qu'il y a une confiance supplémentaire qui est générée, qu'il y a une valeur supplémentaire qui est générée et une facilité d'accès au marché, une visibilité qui n'est plus du tout la même et qui rentre dans la valeur globale et au-delà de la valeur simplement économique du résultat financier. Pour aborder un autre sujet, tu avais dit, quand on a eu l'occasion d'échanger, ce qui marche pour les grands doit fonctionner pour les TPE. Est-ce qu'on peut en dire 3 mots, en tous les cas? Chacun de vous peut s'exprimer par rapport à ça. Oui, et c'est vrai. On va dire que les grands, ils ont les moyens de pouvoir influencer les trajectoires des technologies de manière à ce qu'elles puissent être éprouvées, robustes, etc. Mais après, il faut que ces technologies soient ouvertes pour que tout à chacun puisse y adhérer. C'est ce qu'on a vécu avec Internet. Internet, du début, c'était que des gros groupes intranet entre eux, etc. Mais une fois que la technologie a été prouvée, ça a été ouvert, démocratisé. Maintenant, qui ne
n'utilisent pas Internet. Limite, les gosses aujourd'hui disent, ils connaissent même pas Internet, ils connaissent juste Google ou autre chose. Mais c'est entré dans les mœurs. C'est un peu comme toute invention qui est devenue dans les mœurs, le GPS, la montre, etc. Et on est dans cette phase où justement, tu parlais du hype cycle et la phase de pic. Donc, sur les technologies comme la blockchain, on est sorti des désillusions, parce que je le vois à travers d'autres projets blockchain que je vois dans le secteur financier ou industriel, etc. Aujourd'hui, tous ceux qui me parlent de blockchain, ils parlent de blockchain en tant que personnes bien mûres et qui veulent faire des projets, plus d'époque, etc. Sur la partie alimentaire, ça commence à venir et c'est encore en mode découverte par rapport aux Nordiques qui, eux, sont déjà passés à la structuration de la filière semen, typiquement, elle est déjà sur la blockchain, ils communiquent déjà là-dessus, etc. Et ça, c'est important. Mais cette notion de technologie qui a été déjà au début pour les grands groupes éprouvée doit s'ouvrir en mode plateforme pour que chaque TPE, coopérative, etc., puisse l'utiliser. Parce que c'est là où on arrive à cette notion de scale, de mise à l'échelle, et de déverrouiller cet accès à la technologie pour partager l'info. Parce que c'est ça aussi, c'est le risque de dire c'est que les grands, moi je ne peux pas, je ne peux pas. Et on doit déverrouiller cet accès. Tu as peut-être un exemple à nous donner? Oui, l'exemple, on parlait de viande rouge et de complexité. Un boucher du Rhône-Alpes qui s'est dit je crée ma marque de produits carnés bio. Ok, je vais faire ça. Aujourd'hui, qu'est-ce qui me différencie des autres? Je vais aller distribuer chez Biocoop, chez Carrefour Market. Il a signé avec eux pour pouvoir faire ça. Il a ces 2 abattoirs qui sont certifiés, qui sont d'accord pour communiquer de l'information. Il a fait ça déjà d'un point de vue déjà naturel. Il travaille avec 3 éleveurs et il a de petites quantités. Il s'est dit, OK, les barquettes elles vont être sur les linéaires. Qu'est-ce qui va me différencier? Il s'est dit, tiens, je cherche. Il est tombé sur la blockchain. De fil en aiguille, il nous a appelés. Je veux mettre de la blockchain sur mes produits. Si je ne le fais pas, je ne ferai pas de ma marque. Et je trouve que c'est hyper intéressant parce qu'il est tombé sur IBM. Il ne s'est pas dit en tant que boucher. Mon Dieu. Ça, voilà. Et donc, là, aujourd'hui, il est en train justement d'embarquer sur la plateforme et il vient à peine d'avoir ses agréments. Il a créé son cabis il n'y a même pas un mois, etc. Donc, il a son atelier de découpe, il a inauguré il y a quelques semaines. Donc, on voit l'exemple de quelqu'un qui s'est mis en mode je suis boucher, je deviens producteur et je veux moi-même me différencier en apportant de la transparence. C'est cette notion de j'ai rien à cacher. Et cette notion de j'ai rien à cacher va lui apporter quelque chose de plus. On le voit bien, on parle de blockchain. La blockchain n'est pas obligatoire, je le redis aussi. On n'est pas. Voilà, on parle de blockchain parce que c'est un élément de sécurité supplémentaire, mais sur le même type, il y a un abattoir en Bretagne, c'est en volaille, qui justement trace chaque bête, c'est du label, du bio, c'est des produits très haut de gamme, c'est intégré dedans. Chaque bête est pucée, on a tout ce qui va bien, en abattoir c'est garanti et ça arrive jusqu'au consommateur final. Donc aujourd'hui, vous voyez, c'est pas uniquement des gros, tu as parlé de Nestlé, mais en effet, ce boucher du Rhône-Alpes, cette petite structure, c'est des choses qui sont extrêmement importantes. Ce qui est important à avoir, c'est la donnée et c'est ce qu'on veut faire. Et c'est comment je structure et la donnée et le flux d'informations sur la filière. La blockchain est une des réponses, mais en entrant dans une blockchain, pour avoir échangé plusieurs fois avec IBM, même si chez Terrena, on n'avait pas mis en place une solution blockchain, mais l'approche qu'on avait eue était exactement la même. Moi, l'approche que je conseille aujourd'hui à mes clients est toujours la même. Comprenez votre filière, cartographiez votre filière. Nous, on a des modèles de cartographie qui existent, qui permettent de pousser pour les comprendre facilement. Tous les acteurs, toutes les données, toute la valeur qui est disponible. Et après, on se dit, maintenant que c'est comme ça, comment les données passent de l'un à l'autre? Est-ce que j'ai des ruptures ou pas? Est-ce que je la fais ou pas? Est-ce que c'est fluide ou pas? Et on collecte, et on comprend, et on pousse la donnée. Et c'est là où c'est important. Et l'enjeu, il est dans l'accessibilité à la donnée, où qu'elle soit, quelle que soit son format, et sa compréhension. Et c'est là où il y a un vrai enjeu de filière. C'est qu'entre une filière volaille et une filière laitière, ce n'est pas la même manière d'exprimer des choses. Si, de l'alimentation, si, mais une collecte, ce n'est pas forcément la même chose.
Hélène, Oui, une remarque justement oui, sur les TPE. sur les TPE. Ouais. Moi, ce qui a fait que j'ai créé Alma Food, hein, du coup, à la suite de mon expérience chez Solina, c'est que j'ai pu voir que, en standardisant bien les données, en architecturant bien les données, et avec les nouvelles technologies, on pouvait réduire les coûts. Et comme vous dites, Facebook, c'est pour tout le monde. Et donc, votre boucher aussi. Et donc, c'est pour ça que j'ai créé Alma Food, qui est d'ailleurs activateur France Num. Et nos clients ont pu avoir le chèque France Num à l'époque pour la digitalisation des TPE, en fait, pour les ETS numérisés. Et oui, ça devient accessible aux petites structures. C'est la mutualisation qui va faire ça. Et c'est de mettre à disposition ces plateformes. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on aide les petites entreprises à créer cette information produit, à prendre du recul, à faire les calculs et à la partager via des plateformes de type IBM Food Trust. J'en ai pas encore, mais on pourrait faire un cas d'usage là-dessus. Juste avant de passer la parole à la salle, vous demandez à chacun, justement, par rapport à cette table ronde sur le comment structurer la filière et comment organiser des données, si vous n'aviez qu'une chose à dire, c'est-à-dire votre message de message, un truc à dire à ceux qui sont en face de nous, qu'est-ce que ça serait? Guillaume. Lancez-vous et de manière collective. C'est-à-dire que le collectif sera toujours plus fort que juste un client final ou juste un DR. On n'a pas de distributeur autour de la table, on a des industriels, on a des gens qui accompagnent les industriels. Vous faites face à X distributeurs, à X clients. Chacun a son approche différente. Vous structurez-vous en interne pour pouvoir répondre demain à ces demandes. Donc, rendez les données compréhensibles, favorisez les échanges dans la filière, fluidifiez les flux parce que de toute façon, c'est là que sera votre richesse, votre valeur et la vraie possibilité de se lancer sur cette partie-là. Et puis, n'ayez pas peur d'essayer. On l'a dit, c'est accessible maintenant. On peut démarrer certes par du POC, ça peut aller assez vite. Et il y a un nombre d'acteurs importants qui se font. Alors, je parle beaucoup de valorisation de la donnée. La traçabilité, c'est beaucoup de choses. Et ça n'est pas que ça, bien évidemment. Hélène. C'est plus facile pour les sponsors, dirigeants d'entreprise d'aller investir dans une nouvelle usine que dans un nouveau SI. Donc, je sais que c'est le problème de nos DSI, c'est comment leur montrer que une belle usine en inox, c'est essentiel, je dis pas, mais un beau SI, c'est bien aussi. Mais ça ne se voit pas, c'est ça qui est compliqué. Donc, bien travailler vos sponsors, direction financière et direction commerciale marketing pour pouvoir aller sur des projets data. C'est un vrai challenge, mais on n'y coupe pas. Voilà, si on ne les a pas dans la poche, on ne peut rien faire. Et puis, alors, aidez-vous d'un architecte. Je montre Guillaume, mais sans architecte, c'est compliqué quand même. Voilà. D'accord. Bon, très bien. Yacine. Oui, alors, j'avais une idée, mais en fait, ça m'a fait tilt sur mon expérience. Les DSI deviennent des directeurs marketing. C'est-à-dire qu'avant, on essaye de vendre cette valeur ou de communiquer cette valeur à des directeurs de prod, de qualité, de direction de la marque, etc. Mais je trouve que les DSI ont un rôle assez central parce que c'est eux qui détiennent, entre guillemets, le carrefour par lequel transitent ces données qui vont venir de partout, qui sont déjà dans les silos internes de l'entreprise, entre le WMS, le TMS, le RP, l'Excel, etc. Et je trouve que de la même manière qu'on avait demandé aux DSI il y a quelques années de devenir des directeurs marketing, c'est-à-dire de pouvoir communiquer la valeur aux différents métiers, donc leurs acheteurs internes, je trouve que là, sur ce sujet, ils peuvent jouer un rôle assez clé parce qu'ils sont vus souvent par les métiers comme des freins. Ah, moi, je veux bien, mais on a 10 silos et des Excel, etc. Mais quand le DSI prend le leadership, et ça m'est arrivé une fois que ce soit un projet supply chain sponsorisé par un DSI, c'est une entreprise dans la pharma, une petite entreprise française, et je trouve, et c'était étonnant pour tout le monde, et c'était d'une rapidité inégalée. Et ça, je trouve que c'est hyper intéressant de pouvoir prendre un peu ce revers. Et c'est là le message que je passerai à ceux qui sont de côté IT, je dirais. Okay. Merci beaucoup. Merci à vous trois. Alors, c'est le moment d'échanger simplement, librement, de poser vos questions ou de faire vos remarques ou un petit point d'étonnement complètement librement pour avoir les réponses de nos camarades.
ou les avis. Soyez franc et direct. Voilà. Pas de... Suite à ce qui a été dit, voilà. Soyez transparent. On a vu que c'était important. C'est le maître mot, transparent, confiance. Oui, c'est ça. Manque un qu'on n'a pas encore cité, qui est Agile, mais qui pourra arriver. Ça va. Ouais. C'est pour ça l'harmonisation. C'est pour ça que je parlais de consentement tout à l'heure, sur en particulier l'amont agricole qui demande énormément de choses et qui veut être sûr que la donnée est utilisée pour les bonnes raisons. Parce que c'est très facile, quand on a une donnée sortie de son contexte, de lui faire dire tout et n'importe quoi. Donc, c'est clair. Je reviens sur un point. On disait que l'enjeu technologique n'est pas important. Il n'est pas important dans le déclenchement du projet. Il est important dans le run. Il est même primordial parce que c'est le tuyau par lequel ça va passer. C'est l'outil de collecte, c'est l'outil de traitement. Il est primordial. Mais ça n'est plus un frein. Dans ce sens-là, on disait que c'est pas important, enfin, c'est moins important. Ça n'est pas un frein et ça ne doit plus être un frein. Mais en tout cas, voilà. Donc, pour revenir sur le reste, il faut être sûr du consentement, il faut être sûr de la traçabilité de ce qu'on met. Et c'est un point important. Et là, la technologie blockchain, mais d'autres le permettent aussi, c'est la traçabilité de ce qui ressort, qui permet d'une part de dire tel jour, telle personne ou tel acteur a consommé telle donnée, voire pour telle utilisation. Mais ça permet aussi du coup aux acteurs de comprendre et au final de piloter, de mettre en place les bons modèles économiques sur la valorisation de ces données. Parce que autant la technologie blockchain, alors dans le food un petit peu moins, mais dans d'autres secteurs, elle est mature, autant le modèle économique qu'on va mettre, non pas à vendre de la blockchain, mais à utiliser de la blockchain, lui, il est encore en phase de construction et tout le monde s'essaye. Donc, et ce que je dis sur la blockchain, c'est vrai pour la donnée au global. Donc, c'est pour ça que je parle d'essayer de se lancer, d'être agile, de le faire par petites couches. Et de manière collective, c'est le meilleur moyen d'avoir le consensus. On l'écrit. Et d'ailleurs, l'un des premiers enjeux, mais là, Yacine, tu m'arrêtes si je dis une bêtise, quand on fait une blockchain, au-delà de l'aspect technique et autres, ce qui est primordial sur une blockchain, c'est le consensus qu'on met, c'est le cas d'usage, c'est le contrat que l'on signe ensemble. Et une fois que les règles du jeu sont claires, sont nettes pour tout le monde, elles sont déployées et elles sont opérées de manière automatique. Et là, c'est là où il y a un vrai enjeu technologique. Et là, ça prend de l'importance. Et là, ça fait vraiment du sens. Oui, et je complète ce point. Et c'est vrai, on a vécu avec toutes ces nouvelles technologies, ce que j'appelle le tourisme technologique. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a une nouvelle techno, on va aller s'approprier la techno, on va faire le POC, et puis afficher la photo, j'ai fait. Ça y est, et c'est rangé dans un tiroir. Donc ça, on l'a vécu sur l'IA, sur l'IoT, la blockchain, à chaque fois, la quantum, quand c'est en train d'arriver, etc. Donc ça, c'est justement l'approche qui fait qu'on reste toujours dans cette réflexion ingénieur, etc. L'approche que je vois par ailleurs qui marche dans les autres pays, c'est que ce genre de projet, c'est 70% de la communication et de la conduite du changement et 30% de la technologie. Et ça, lorsque je disais savoir déjà ce qu'on veut faire pour qu'on sache quel message on veut communiquer, et après, la deuxième étape, c'est communiquer avec les protagonistes. Et donc, avec chacun, lui partager la valeur qu'il a à communiquer de la donnée et d'autres informations qu'il va en tirer. Donc, c'est une question de convaincre. Et c'est pour ça que des banques concurrentes sont arrivées à partager, alors qu'elles sont concurrentes. Vous imaginez les banques, comment elles se tirent la bourre entre elles. Ils sont arrivés à construire un réseau dans lequel ils échangent des lettres de crédit à l'échelle européenne. Donc, c'est parce qu'il y a eu cette communication, c'est ce qui prend le plus de temps. Mais c'est là où je mets l'emphase sur l'accompagnement, parce qu'il faut que quelqu'un puisse être capable de comprendre le métier, la filière, les enjeux, les challenges, la réglementation. Là, on va voir tout tomber, le CO2, l'empreinte CO2, l'empreinte carbone, etc., qu'il faut tracer sur même l'amont, l'aval, etc. Voilà.
plus on attend, plus il y aura d'autres contraintes qui vont s'imposer. Donc, c'est pour ça que l'aspect accompagnement, je trouve qu'il est primordial tout le long. Alors, Hélène, tu acquiesçais allègrement. Oui, c'est ça. C'est vrai que moi, j'étais contente sur mon dernier projet informatique dans l'industrie, d'avoir 30% en user adoption du budget. Mais on était super contents, quoi. Et donc, quand tu dis 70 dans l'agroalimentaire, je ne sais pas, mais déjà, j'étais vachement contente avec mes 30%, quoi. Parce que combien de fois, moi, je connais, alors c'est dans une autre entreprise, mais un dirigeant qui dit pour son équipe, hein, « Ah, mais moi, je passe une demi-heure par semaine sur le sujet. » Bah, pardon, mais une demi-heure par semaine, ce n'est pas suffisant. Ouais. Et il faut savoir que c'est un énorme investissement des métiers, de vos collègues, je dirais, de la qualité, de la R&D, de la supply chain. Donc, c'est leur temps. Et c'est vrai que de penser à mobiliser les équipes en amont et passer du temps en user adoption, souvent, c'est sous-évalué. Et après, ça passe dans la souffrance, quoi. Le temps de la mobilisation et de la fédération doit être primordial, affirmé et dans bien le business partagé. case, ça fait partie du business case, quoi. Il faut vraiment l'ancrer dans les chiffres dès le départ. D'accord. Guillaume. D'où l'intérêt d'être sur des méthodologies pour justement faire adopter ces nouveaux outils autres qui sont rupture, hein, ou ces nouvelles pratiques qui sont rupture, ouais. D'être systématiquement dans le dialogue, d'être dans des méthodes agiles au bon sens du terme, c'est-à-dire pas on va se lancer ça en méthode agile sans savoir où on va et un coup à gauche, un coup à droite, un coup en avant, un coup en arrière. C'est le meilleur moyen de ne pas avancer, mais de se dire voilà où on veut aller et d'être sur des discussions permanentes et d'adapter, de bouger en sachant où on veut aller, d'avoir bien défini le cadre, c'est le cadre de gouvernance, c'est tout ce qu'on peut imaginer de consensus ou autre, et de bouger dans ce cadre-là et de construire petit à petit et de prouver la valeur au fur et à mesure. De toute façon, ça ne peut fonctionner, ces éléments-là, ça ne peut se structurer que si on monte de la valeur. Le temps des grands projets informatiques avec 24, 36, 48 mois d'effet tunnel, c'est fini. J'exagère, mais sur les temps, mais c'est fini. On est sur des choses avec des valeurs beaucoup plus, des temps beaucoup plus courts et qui justement vous permettent de montrer une valeur beaucoup plus rapide et de se mettre sur le métier. Et c'est là où justement un directeur informatique va devenir un véritable atout du métier et demain se transformer en directeur marketing, en directeur qualité ou autre, parce qu'il aura compris le métier et parce qu'il va pouvoir travailler avec eux, il va les aider, les appuyer, il ne deviendra pas directeur qualité ou directeur marketing, quoique. Certains peut-être, il va pouvoir les accompagner par contre de manière beaucoup plus forte et justement parce qu'on va travailler de manière agile et on va pouvoir construire ces filiales de manière agile. Bien. Une autre question, un autre avis. Allez-y, allez-y. La risque de... Pardon. Pardon. Ouais. Rigueur et sens, c'était très bien rappelé, en interne, on parle de filière, avec ses clients, avec ses fournisseurs. C'est vraiment une logique qui vraiment se diffuse et part vraiment très loin et vraiment sur l'ensemble de la chaîne. Enfin, on parle de filière, si on fait tout ce qu'on a dit sans intégrer nos clients, sans intégrer nos fournisseurs, c'est même pas la peine de lancer ce genre de projet parce qu'on va être un collecteur et au final, on n'aura pas la confiance que l'on pense sur l'ensemble de la chaîne, au-delà même de la rigueur et du sens. Oui, et
Oui, pour moi, la rigueur, on n'en a pas parlé. Personnellement, j'en parle pas parce que je trouve que c'est une conséquence lorsque on sait qu'on a un but, un objectif commun ou un ennemi commun et qu'on sait on veut y aller, hein, parce qu'on se dit, je veux faire les 10 km, je veux faire le semi ou le marathon. Ah là, on va s'imposer une rigueur pour pouvoir courir 3 fois par semaine, manger 5, etc. Ça vient de soi parce que c'est pour atteindre un objectif. Et c'est pour ça que je trouve que c'est une conséquence, mais c'est d'abord définir quel est le but. Pouvoir cerner le fameux, dans supply chain, ils connaissent les fameux why, 5 why, qui défilent pour pouvoir justement trouver la route cause, le pourquoi je veux faire ça. Et après, aller communiquer la valeur, parce que je suis convaincu, je sais ce que je veux, et donc je sais ce que je vais demander à mes protagonistes et à mes partenaires. Et donc là, c'est un projet de conduite du changement, d'accompagnement. Et après, dire, la techno, elle est là, elle s'active assez facilement. Mais on a bien entendu que le risque de la perte de sens, il était permanent. Enfin, il existait bien. Et donc, il y a une dimension sans doute de rappel, de sensibilisation permanente et de pédagogie à avoir auprès de tous les acteurs qui, à un moment ou un autre, sont présents et peuvent avoir un rôle ou une mission dans cette dynamique liée à la donnée, à sa gestion, à sa structuration. Hélène. Oui, je souris, mais c'est vrai, c'est une énergie folle. Hein. Oui, c'est de répéter en permanence. C'est comme on dit, après, les personnes changent. Enfin, il faut réexpliquer. Et c'est vrai que moi, ce que j'ai vécu sur plusieurs sites en Europe, d'aller à gauche, à droite, réexpliquer tout le temps, c'est important. Alors, l'avantage sur la partie traçabilité, qualité, avec laquelle j'ai eu de l'expérience, c'est que les personnes en qualité étaient plutôt des personnes rigoureuses. Parce que c'est des gens qui, justement, doivent assurer la qualité. Donc, j'essaie de jouer sur ces personnes-là pour m'aider sur cette partie rigueur. Allez-y. Un peu. Mais c'est pas grave, personne ne s'est manifesté d'autre. Et puis, on en prendra un dernier pour terminer. Ah oui. Accompagnement, formation, sensibilisation, répétition. Sur la pédagogie, c'est répété, donc c'est normal. La communication, pareil. En effet, c'est une énergie folle au quotidien pour garder cette rigueur, cet engagement. Les projets de traçabilité, moi je l'ai vu quand on a fait le panorama, on a des acteurs qui nous ont dit, quand on les a interrogés, qui ont dit nous, on refuse systématiquement les projets de traçabilité pour le food quand c'est un projet de traçabilité à destination, à vocation d'information consommateur. Parce que quand on va commencer d'analyser, je suis transparent et je veux l'être et je veux le montrer, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va analyser sa chaîne et on va poser un thermomètre sur sa chaîne d'approvisionnement, on va regarder comment il fonctionne et on va lui montrer tous les points rouges qu'il a, voire des points noirs. Et c'est extrêmement important, on va lui dire « t'es pas bon ». Et il faut l'encaisser, au bout de 3 semaines, 1 mois que ça s'est mis, c'est pas bon. Et puis après, on va travailler avec lui pour faire évoluer les processus, pour les mettre sous contrôle, pour les garder. C'est là où l'enjeu de filière prend tout son sens parce qu'il n'est pas tout seul, il est sur des clients, des fournisseurs. Et puis, une fois que ça va être fait, eh bien, ce fournisseur de technologie nous disait, une fois que ça s'est fait, ça prend 5, 6, 8 mois en fonction de la maturité de l'entreprise et de ses clients et de sa chaîne. Et après, on est capable d'exposer les informations vers le consommateur. Mais par définition, un acteur agro-industriel qui vient et qui me dit, moi, je veux afficher grâce à une technologie XY, grâce à sa solution XY, ce que tu veux faire et je veux exposer toute cette traçabilité vers le consommateur final, par défaut, je dis non parce que je vais lui montrer qu'il n'est pas prêt à le faire. Et ça peut partir d'une très bonne motivation ou autre, mais on va vite montrer qu'il n'est pas prêt. Quand moi, je l'avais fait chez Terrena, ces types de projets, c'est des projets compris à peu de choses près, entre le moment où on a commencé de collecter de l'information qui était déjà collectée depuis plusieurs années et le moment où on est sorti, c'est un projet qui met 1 an et qui doit être accepté par les métiers, qui doit être accepté par l'ensemble des acteurs pour le montrer au quotidien. Il faut aller convaincre tout le monde et il faut le tenir à jour tout le temps. Et donc, il faut systématiquement remettre le sens, remettre la valeur. Et quand on parle d'information consommateur,
les meilleurs chiffres de consommation qu'on ait, alors au lancement, c'est un peu plus gros, mais après en run, c'est ça, on est à peine à 1% de produits vendus scannés. Donc, maintenir une énergie folle pour 1% de produits scannés, quand je dis 1, je suis généreux, hein, moi, chez Terrena, j'étais entre 0,8 et 1. Carrefour annonce environ 1%, donc on est dans les mêmes eaux hein, de ce qu'on avait. Ça prend énormément de temps, il faut le garder dedans, et on se dit, mais est-ce que cet argent, je le fais? Et je le positionne. Mais je ne le positionne pas pour se dire, j'ai 1% de scanner, je le positionne pour me dire, à partir du moment où j'offre la possibilité à mes clients, à mes consommateurs de le faire, il faut que je sois bon. Et donc, c'est cette promesse que je dois tenir, c'est cette promesse qui a du sens. Ce n'est pas forcément le fait qu'on aille vérifier ou pas. C'est le fait de se dire, quand je vais vouloir, je vais pouvoir le faire. Alors, une dernière question, une dernière intervention. Allez-y. Chaque filière a ses particularités. Ouais. Enfin, voilà, il y a des filières plus ou moins intégrées, plus ou moins lointaines. Donc, chaque filière va avoir sa particularité, chaque filière va avoir ses propres codes. Et c'est là où ça fait du sens. Mais lorsqu'on parle de filière, on ne parle pas d'agroalimentaire de manière générale. On parle vraiment de filières spécialisées. C'est en gros, en partant d'un produit fini, même s'il n'est pas ultra transformé, mais déjà un produit fini, on remonte la chaîne et puis de dire, ouais, c'est ça la filière. Hein. Si c'est des carottes, des agrumes, ou si c'est de la mousseline, on va remonter et c'est ça qui constitue la filière. On ne parle pas de manière générale de... Parce que oui, produits ultra frais, produits de la mer, il y a plein de spécificités et il faut pouvoir justement minimiser les acteurs qui doivent intervenir, qui doivent avoir cet enjeu commun. Hélène, la filière, structurer la filière. Ça, c'est un sujet que je maîtrise moins en termes de filière, hein, parce que vu d'où je viens, c'était multi-filière. Par contre, je me souviens quand j'enseignais à l'Agrocampus sur le décryptage des étiquetages, c'était il y a 20 ans. J'expliquais aux gamins qui étaient des novices en termes d'étiquetage qu'il y a peut-être 200 produits qui venaient de partout dans le monde, dans leurs produits, et qu'ils ne voient pas tout. Hein. Vous ne voyez pas tout ce qu'il y a sur l'étiquette. Et ça, on le découvre petit à petit. Et c'est très, très, très complexe. Les filières sont même très compliquées. Et sur un produit transformé, je vais prendre un plat en baby-food, par exemple. Un acteur comme Nestlé s'était lancé dans une découverte de l'ensemble de ses acteurs et était remonté sur des rangs de fournisseurs moins 9 ou moins 10 sur un produit. Quand on parle de filière, c'est de ça dont on parle. C'est comment mon produit est construit, c'est comment moi je m'intègre dedans. Et chaque typologie de produit aura sa particularité, mais chaque produit en même temps aura sa particularité. Et entre un produit transformé, mais qui provient d'une dizaine d'acteurs hyper locaux, voire de la même ferme, je n'ai pas du tout la même notion de filière que sur le même produit assemblé depuis différents fournisseurs de différentes régions ou de différents pays. Donc, c'est vraiment une notion à réfléchir à la maille de chaque entreprise. Et puis, quand on parle de filière, on parle en fait d'un écosystème de filières. C'est-à-dire que la vision traditionnelle d'un système logistique, qui dit système, dit une chaîne droite. La blockchain, peut-être même d'ailleurs, avec ce mot chaîne, qui chaîne les maillons, peut l'amener. On n'est plus du tout là-dedans. On est dans un écosystème beaucoup plus large où chacun interagit avec tout le monde. Et c'est là où ça met une complexité. Et c'est là où on se doit de comprendre, de structurer ce qui se fait et de faciliter les échanges et de garantir une interopérabilité la plus forte possible des données qui circulent et de mettre le sens métier peut-être à un autre niveau que celui de la donnée pour justement faciliter cette explication, en tout cas quand on peut le faire. C'est juste pour... une fois, j'avais montré comment je modélisais justement les filières, etc., par rapport à mon métier. Et je le montre à un architecte. Il me dit, mais Hélène, c'est pas linéaire, c'est graphe.
Donc pour ceux qui... et ça m'a fait un déclic en termes de technologie de modélisation des données. À partir du moment où j'ai dit non, c'est un modèle graphe, ça m'a ouvert en fait des choses. Il y a eu un déclic, quoi. Enfin voilà, juste pour dire. Donc c'est pas lié, c'est compliqué, mais il faut peut-être le faire, mais c'est très très compliqué. Juste une dernière chose par rapport à ça et cette notion de filière, il faut mesurer un peu ses ambitions. On ne va pas partir de rien et tout avoir tout de suite. C'est un peu cette notion d'instantanéité. J'allume la lumière, voilà. Et on va commencer petit. Donc, c'est-à-dire quand on dit structurer une filière, ça n'arrive pas comme ça, mais de commencer avec des acteurs clés pour arriver à justement atteindre l'objectif qu'on s'est fixé. Si c'est de l'information, si c'est de la qualité, si c'est de l'optimisation des flux, etc. Et souvent, on commence avec des acteurs clés qui sont, je dirais, on appelle toujours un minimum viable ecosystem. C'est en gros un écosystème le plus petit possible, mais qui est nécessaire pour pouvoir fonctionner. Donc, et c'est à partir de là qu'on va commencer à faire après des élargissements de cercle pour pouvoir créer de l'adoption. Mais il n'y a pas de notion de je pars de rien, il faut que je mette tout le monde autour de la table, sinon c'est une cacophonie. C'est pas pour rien que les premières filières qui ont été tracées, c'est des filières très courtes, très simples. Alors courtes en nombre d'acteurs, pas courtes en nombre de kilomètres. C'est de la volaille, 4 acteurs, des agriculteurs, un groupement de producteurs, un abattoir, un distributeur. C'est des légumes, un agriculteur, un conditionnement, un distributeur. Voilà, c'est pas la pizza. On voit bien, enfin je veux dire, c'est pas le sandwich tout de suite. C'est des plats, c'est des produits qui sont relativement simples sur des filières qui sont compréhensibles parce que et on va mûrir collectivement en termes d'usage et demain on pourra amener la traçabilité de la pizza, la compréhension de la pizza complète parce qu'on saura ce que c'est que la traçabilité du blé, parce qu'on saura ce que c'est que la traçabilité de la tomate, du jambon, etc. Voilà, on va l'amener comme ça. Bien, comme tout à l'heure, on a dépassé un peu le temps. Ce que je vais vous demander à chacun de vous trois, si vous voulez bien, un mot pour conclure, si tant est qu'on puisse conclure une telle table ronde, mais en tous les cas, un mot de la fin pour ce matin. Guillaume. Je vais en dire deux, agile et collectif. Agile et collectif. Yacine. Je dirais il faut se lancer. Tout le monde doit être ambassadeur de cette notion de traçabilité. Peu importe son profil métier, DSI ou pas, tout le monde doit justement communiquer en interne là-dessus. Et je trouve que c'est la clé. Hélène, le mot de la fin pour toi. Oui, merci. Non, mais c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est la partie sponsor, quoi. Voilà. Avoir les métiers qui embarquent l'IT et l'IT qui embarque les métiers sur un même projet. Super. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir rejoints et j'espère que de toute manière, il y a encore tout l'après-midi pour échanger. Il y a les stands, il y a les cafés divers et variés, les tutos. Bref, bon après-midi, bon appétit, bon premier salon à vous. Merci beaucoup.